vous regardez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, c'est vrai, il fait un temps pourri, on est crevé. Si on est honnête, on pourrait même dire qu'on a une tendance à être de mauvais poil. On attend les congés de fin d'année avec impatience, mais on pense déjà à tout ce qu'il va falloir préparer pour les fêtes. Les enfants sont en bout de course et sont fatigués. Tout ça, c'est vrai. Mais, il est des moments de partage qui font du bien parce qu'on est tous ensemble. Des moments qui tiennent chaud, quelles que soient les conditions. Et on est fait pour s'entendre, vous le savez, on fait partie. Merci pour votre fidélité qui nous donne du peps, nous inscrit toujours dans une certaine bonne humeur, quels que soient les sujets qu'on aborde, et nous prouve qu'on n'est pas seul. Alors qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes toujours les bienvenus au 3210 et sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct jusqu'à 16h, alors place au sujet du jour. Savez-vous ce qu'est le ghosting ? Peut-être n'en connaissez-vous pas le terme, mais en avez-vous vécu la douloureuse expérience ? Ne plus avoir aucune nouvelle du jour au lendemain de son amoureux, d'un ami ou d'un membre de sa famille. Eh oui, plus de coups de fil, de SMS, de mails, plus aucun contact, il ou elle reste définitivement injoignable. Alors pourquoi certaines personnes coupent-elles les ponts sans explication ? Quelles sont les conséquences du ghosting sur la personne quittée ? Comment se remettre de cet abandon sentimental, amical ou familial ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Cécile, vous êtes thérapeute Gestalt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile Guéret, est-ce que c'est un phénomène nouveau, le ghosting ? Ou est-ce que ça a toujours existé ? Le mot est nouveau, c'est sûr. Après, le phénomène, je pense, a toujours existé. Je pense, par exemple, avant, il y avait le conjoint ou la conjointe qui partait acheter des cigarettes et qui revenait plus, par exemple. Voilà, c'est ça. Il est parti chercher des clopes, on l'a plus jamais revu. On n'appelait pas ça ghosting, mais finalement, c'est un peu le même genre de phénomène. Peut-être ça s'est un petit peu accentué, peut-être aujourd'hui, mais on en parlera certainement dans l'émission. On est peut-être dans une relation plus utilitariste à l'autre, où en fait, tant que l'autre satisfait nos besoins, ça va, et puis on est plus capable de couper les liens plus rapidement. En tout cas, ça parle en tout cas de ça aujourd'hui. Voilà, et on retrouve beaucoup le terme zapper. J'ai été zappé d'une relation sur les réseaux sociaux, tous les messages que l'on reçoit, dont je me ferai l'écho pendant toute cette émission. À vos côtés, Mickaël Stora. Bonjour, Mickaël Stora. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'OMNH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, auteur d'un ouvrage Hyperconnexion aux éditions Larousse. Est-ce que les réseaux sociaux ont quelque part aussi, pas réactivé, mais aggravé le phénomène du ghosting ? Je suis assez d'accord avec... Ou banalisé. Oui, c'est ça. C'est, au fond, cette capacité, d'une certaine manière, à blacklister, à bannir, à tout simplement arrêter le fil d'une discussion, a été comme amplifiée par la question des relations propres au virtuel. Et c'est vrai qu'avec des inconnus, c'est toujours même vexant, mais cette sorte de froideur un peu narcissique est quelque chose qui se met énormément en scène. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui en sont à l'origine, ou est-ce que finalement il y avait déjà cette tendance-là dans les rapports humains entre tout un chacun ? C'est une vraie question. Alors, les réseaux sociaux ont rendu peut-être les choses plus faciles. Oui, c'est très simple. En un clic, vous pouvez tout simplement disparaître ou faire disparaître l'autre. Et c'est vrai qu'à l'image peut-être des jeux vidéo, je shoot comme ça et puis finalement l'autre est là. Alors après, je meurs. Mais ce qu'il en est du sentiment profond de celui qui le fait, qu'en est-il de sa culpabilité, etc. C'est vrai qu'on peut s'interroger. Voilà. Alors, on s'intéressera à ceux qui ont été ghostés, donc ceux qui ont été abandonnés. Et puis, on s'intéressera aussi à ceux qui ghostent, parce que quand on a préparé l'émission, on s'est tous demandé, est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça, nous aussi ? Et sûrement, est-ce qu'on s'est rendu compte des conséquences ? Peut-être pas. C'est l'occasion de s'interroger aussi sur nos propres comportements, Cécile Guéret. On n'est pas là pour incriminer la personne qui disparaît, même si on va parler des conséquences sur la personne abandonnée. Mais quelque part, on s'est peut-être nous aussi retrouvés face à cette forme de lâcheté. Oui, je pense qu'on a tous déjà viré quelqu'un de Facebook sans trop penser aux conséquences, par exemple. Ça c'est quelque chose qui nous arrive tous. On a tous arrêté de répondre à des textos, par exemple. Voilà. On a tous, à un moment ou à un autre, interrompu des relations sans y mettre les formes et sans considérer l'autre, et sans se rendre compte à quel point, en fait, l'autre pouvait être investi dans la relation. Parce qu'en fait, c'est ça, du côté de la personne qui ghost sans s'en rendre compte, c'est que on réalise pas qu'en fait, pour l'autre, la relation est un vrai engagement. On réalise pas toujours, en tout cas. On réalise pas toujours, et puis lorsque l'on est abandonné comme ça, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'explication, en réalité, Mickaël Stora, c'est la porte ouverte à tous les questionnements. Oui, alors, on va dire que c'est un peu ce qui se passe dans toute forme de rupture. S'il n'y a mais pas quand on a une explication, c'est quand même plus simple. On sait à quoi s'en tenir. C'est vrai, mais par exemple, certains vont dire, et c'est scandaleux, il m'a quitté par texto.
Au fond, on a quand même envie d'avoir l'autre face à soi et d'avoir une discussion, même si elle s'épuise. Et c'est vrai qu'on est chacun convoqué dans notre capacité à se séparer, à être séparés. Et c'est vrai que ça pose une vraie question, à quel point est-ce que les relations virtuelles ont engendré une sorte de manque d'empathie. Oui. Certains évoquent que le 21e siècle se devrait d'être empathique, plus empathique. Il y a un vrai souci. Et finalement, la relation d'objet virtuel, comme on pourrait dire, c'est ce qu'on perçoit, c'est que on ne sait pas toujours réellement qui est l'autre. Sur les personnes qu'on ne connaît pas, ce qui va être surinvesti, c'est la relation. Et on voit à quel point certains vont répéter des relations plus névrotiques avec papa, maman, toutes sortes de choses, comme avec un analyste d'ailleurs. Et d'ailleurs, il m'arrive que certains de mes patients, tout d'un coup, disparaissent du jour au lendemain. Oui. Donc c'est vrai que c'est quand même aussi des drôles de choses, quitte à m'envoyer après un patient. Dans un deuxième temps pour quand même colmater un peu les choses. Donc même les psys sont ghostés, vous voyez. Et oui, nous sommes ghostés souvent. Allez, on va se retrouver, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. On parle donc, vous l'avez compris, du phénomène du ghosting accentué par les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce qu'on consomme l'autre? Est-ce qu'on navigue, comme l'écrit Lunitini, entre ingratitude et dépendance? On va se retrouver avec vous dans un instant et le témoignage. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Est-ce que dire au revoir, est-ce que dire je ne veux plus t'avoir dans ma vie, est-ce que c'est si difficile que ça? On parle du ghosting aujourd'hui sur l'antenne d'RTL avec nos invités. Le phénomène du ghosting, c'est de disparaître du jour au lendemain sans donner d'explication. Alors évidemment, c'est accentué, et on le disait il y a un instant avec Mickaël Stora, qui est l'un de nos invités, c'est accentué par les réseaux sociaux. C'est très facile de zapper quelqu'un avec un clic, mais les conséquences aussi de ça, on en parle avec Cécile Guéret, qui est thérapeute Gestalt. Si vous le voulez bien, on va écouter le témoignage de Jade qui illustre une forme de ghosting, parce que en fait il est plein de façons aujourd'hui de le pratiquer, Cécile Guéret. Oui, bien sûr, il y a dans l'amour, c'est la première forme qui nous vient, dans l'amitié, comme on va l'entendre, je crois. Ouais. Mais il y a aussi, par exemple, dans le travail, le nombre de personnes qui reçoivent une lettre de licenciement sans avoir aucune idée qu'ils allaient être licenciés. Ou je pense aussi à ces ouvriers ou ces employés qui se rendent au boulot le matin et qui se rendent compte que les lieux ont été vidés des machines ou des ordinateurs pendant la nuit. C'est d'une violence inouïe, ça aussi. Et ça laisse évidemment plein de questions. Bonjour Jade, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à vos invités et à toute l'équipe. Est-ce que vous connaissiez le mot ghosting avant qu'on l'emploie cet après-midi sur RTL ? Je l'ai appris aujourd'hui, je ne savais pas que ça portait un nom. Voilà, donc ghosting qui vient de fantôme, une sorte de néologisme, et qui rappelle aussi quelque part la mort d'une relation. Racontez-nous cette histoire qui s'est interrompue d'une façon extrêmement brutale en mai 2016. Alors donc c'était un ami à moi que j'ai rencontré en 6e, donc ça fait déjà 10 ans. Ouais. On a été très très proches et toujours collés ensemble, on se retrouvait tout le temps en dehors des cours, etc. Et en mai 2016, il m'a dit qu'il avait une copine, et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. Vous lui aviez répondu, j'imagine, à ce SMS vous annonçant cette bonne nouvelle? Oui, bien sûr, évidemment, comme tout ami le ferait, je pense. Vous aviez des relations quasi quotidiennes, c'est ça? Et du jour au lendemain, donc, votre ami ne vous a plus donné de nouvelles. Comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? Vous avez compris tout de suite, ou il vous a fallu de longues semaines, de longs mois sans réponse pour saisir la violence de sa décision? Même encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il a fait ça, en fait. Je trouve pas d'explication. Mais toujours est-il que, sur le coup, donc j'ai quand même essayé de lui renvoyer des SMS après. Ouais. J'avais pas de réponse, aucune réponse. Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là, Jade? J'étais énervée, très énervée contre lui. Ouais. En même temps, ça me faisait quelque chose aussi, parce que je me disais, j'ai perdu quand même un ami, c'est quand même quelqu'un à qui je tenais vraiment. Donc ça m'a fait beaucoup de peine, en fait. J'étais énervée, mais en même temps j'étais triste. Je savais même pas trop où j'en étais moi-même dans cette relation, en fait. Ouais. Jade, la première réaction, comme ça, quand on étudie un petit peu le phénomène, c'est déjà une sorte de mouvement de panique en se disant, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à l'autre pour qu'il ne me réponde pas? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Sur le coup, je vais être honnête avec vous, absolument pas. D'accord. Peut-être, après, je me suis dit, oui, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je savais pas, j'étais dans le doute, en fait. Mais par la suite, cette idée m'est venue, ouais. Alors, pas de nouvelles pendant plus d'1 an. Et puis un jour, vous vous baladez dans un centre commercial. Et là... Ça fait 1 mois, on s'est recroisés dans un centre commercial par le plus grand des hasards. Donc vous avez croisé le fantôme. C'est ça. C'est bizarre comme concept. Bah oui, j'imagine. Comment ça s'est passé?
On est restés bloqués l'un dans l'autre pendant 30 secondes sans savoir quoi se dire. Ouais. Après, on a un petit peu échangé, mais pas tant que ça au final, parce qu'au final, en fait, on avait beaucoup de choses à se raconter, mais en même temps rien, parce qu'on ne savait pas ce que devenait l'autre, donc on avait plein de choses à se raconter, mais en même temps rien du tout. Et à un moment, je lui ai dit, mais t'aurais quand même pu donner des nouvelles, ça fait 1 an et demi que j'ai pas de nouvelles, alors qu'avant, on était tout le temps collés ensemble. Et il me dit, toi aussi, t'aurais pu prendre de mes nouvelles. Sauf que les messages, j'en ai envoyé, j'en ai envoyé beaucoup après ce fameux jour de mai 2016. Et c'est lui qui n'a pas répondu. Alors qu'il m'a remis dans la figure le fait de ne pas avoir pris ses nouvelles, alors que pourtant, j'en avais pris et c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce que, vous l'avez recroisé. Est-ce que vous avez essayé de renouer ou est-ce que finalement chacun a repris son chemin? On a essayé de reparler après, mais ça a tenu une journée. Et au final, ça fait 1 mois que j'ai toujours pas de nouvelles. Vous avez retenté le coup? Ce jour-là, oui, le lendemain, mais sinon depuis non, parce que après, on a essayé de se reparler ce jour-là, le lendemain, et puis après, depuis non, j'ai pas retenté. Quelles conséquences ça a sur la confiance que vous avez en l'autre et en l'amitié? J'ai très peu d'amis, donc j'ai très peu d'amis. Le peu que j'ai, c'est des très bons amis, mais j'en ai pas beaucoup, et du coup, j'ai un sentiment de méfiance envers les autres. Vous avez peur que ça recommence? Exactement. Jade, vous allez rester à notre écoute, évidemment, jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. On va revenir sur votre témoignage dans un instant avec nos invités. Je suis persuadée que votre témoignage illustre pas mal d'histoires aussi de certains qui nous écoutent. On vous embrasse. Voilà, nous on fait partie de vos potes, tous les jours sur l'antenne d'RTL. On peut pas combler une amitié, mais en tout cas on est ensemble. On vous embrasse et prenez soin de vous, Jade. À bientôt sur RTL. Aussi, au revoir. Au revoir. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. J'ai coupé les ponts avec certaines personnes parce qu'elles ne me correspondaient plus, nous écrit Laurence. L'une s'amusait à scruter mes moindres commentaires sur Facebook, m'appelait souvent, moi j'en pouvais plus. Elle me reprochait d'habiter un petit village perdu, me forçait à aller voir des concerts, comme du harcèlement. Je les zappais et je ne m'en porte pas plus mal. Aujourd'hui, on parle du phénomène du ghosting, disparaître sans envoyer de message, sans expliquer les raisons pour lesquelles on souhaite couper les ponts. Personnellement, si je coupe les ponts avec une personne, nous écrit Valérie, c'est qu'elle m'a fait du mal ou qu'elle me semble toxique. Et si quelqu'un était amené à couper les ponts avec moi sans explication, je ne lui courrai pas après. À travers ces 2 messages, on se rend compte quand même, Mickaël Stora, que c'est quelque chose finalement d'assez courant et que certains le vivent très bien. Je pense que ça renvoie profondément à la question de la séparation et de l'abandon. C'est vrai que toute séparation implique un deuil. D'une certaine manière, ces personnes zappent totalement la question du deuil. Et ça peut venir révéler en effet que dans leur histoire personnelle, à nouveau, il y a eu quelque chose d'une froideur qui a pu se faire dans l'accompagnement de toute forme de séparation. Notre vie est jonchée de séparation. La première étant évidemment la naissance, mais après, on passe de la crèche à la maternelle, etc. Et c'est la manière dont on va accompagner la personne, la valoriser. Et c'est vrai qu'on peut se dire que toute personne qui va ghoster comme ça de manière aussi violente, d'une certaine manière, c'est parce que lui-même n'a jamais réussi à avoir ce deuil nécessaire dans ses capacités à passer, à quitter, à se séparer, etc. D'accord, donc là vous voulez qu'on fasse montre d'indulgence aussi, parfois vis-à-vis de ceux qui zappent. En tout cas, moi, mon travail, c'est... Essayer de comprendre. Oui, j'essaie de comprendre. Ouais, c'est quand même ma vocation de vouloir donner du sens à du non-sens. Cécile Guéret. Oui, et d'ailleurs, ça peut, je rebondis sur ce que vous disiez, ça peut tout à fait aussi venir au départ d'une ressource. Par exemple, je pense à des enfants qui ont vécu la séparation des parents comme une disparition, comme un abandon de l'un des 2 parents. Ou des enfants qui ont vécu beaucoup de déménagements pendant l'enfance. Finalement, ils ont développé comme ressource la capacité de couper complètement les liens, de partir sans se retourner. Et ça, c'était une manière de survie, en fait. Donc ça a été leur façon de faire pour essayer de survivre à ces séparations trop difficiles à vivre. Le problème, c'est que quand ça devient la manière de faire unique à l'âge adulte et que c'est plus forcément adapté, en tout cas on serait peut-être plus heureux si on arrivait à faire autrement, avec un petit peu plus dans la relation à l'autre, c'est là que ça devient problématique en fait. Mickaël Stora. Oui, je vais compléter ce que vient de dire Cécile, parce qu'en effet, ce qui a été évoqué dans un des témoignages, c'est la question de si quelqu'un me fait du mal. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi cette idée de l'arrachement comme un moyen justement de dépasser ces phases nécessaires, par exemple dans le deuil, qui est ce qu'on appelle le moment où on regrette, où on n'a que des images positives de l'autre, et c'est comme véritablement les effacer totalement. Et le fait d'en vouloir à l'autre, rester dans une forme de colère, qui est une colère froide, puisque je disparais totalement, est aussi un moyen
moyen d'éviter une vraie confrontation, c'est-à-dire trouver les mots pour comprendre, voire même s'engueuler. Mais c'est vrai que derrière, ça vient révéler notre capacité dans notre société aussi à l'idée de perte. Je crois que notre société est de moins en moins armée à accepter l'idée de perdre. Et finalement, Internet est comme un amplificateur de cette incapacité à pouvoir envisager, de pouvoir dialoguer et d'accepter même qu'on a tort. On a entendu le témoignage de Jade il y a un instant. Elle nous parlait d'une histoire, pardon Jade, je sais que ça vous a fait souffrir, mais d'une histoire un peu classique, des amitiés qui parfois aussi... Oui, effectivement, ça peut arriver soit parce que le nouveau conjoint ou la conjointe n'aime pas nos amis, par exemple, forcément, on se voit moins, c'est plus compliqué, ça peut créer des ruptures, ou parce qu'on est tellement investi dans la nouvelle histoire d'amour que finalement on pense plus à l'autre. On oublie les copains. En tout cas, au début, ça peut arriver au début de la relation amoureuse. Mais ça fait mal. On l'a entendu. Jade n'a pas compris. C'est ça aussi, c'est l'autre versant de l'histoire. Complètement. Et puis elle nous a quand même évoqué que c'était une amitié quasi fusionnelle. Donc on peut imaginer dans une amitié homme-femme que lorsque tout d'un coup ce garçon choisit une autre femme, elle n'a pas évoqué à quel point il y avait peut-être de manière sous-jacente une histoire d'amour entre eux, mais quand même l'amitié est une histoire d'amour idéalement sans sexe, mais quand même il y a quand même cette question du lien, et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il a fait un choix, peut-être à l'image de la diffusion qu'ils vivaient. Alors, on a Dani qui nous écrit « J'avoue, j'ai pratiqué le ghosting pour mettre fin à une relation très toxique. Et la réaction de la personne concernée a été très violente. Être ignoré ainsi est très perturbant, même pour le plus grand des manipulateurs. Mais cela a été pour moi salvateur. » Et puis Claire nous écrit « Parce que parfois, les signaux que l'on envoie, les choses que l'on dit ne sont pas écoutées. Donc fuir est la meilleure des solutions pour ne pas sombrer soi-même. » Dans un instant, on va parler du ghosting nécessaire. Comment se carapater pour peut-être aussi se protéger. Et puis on donnera aussi la parole à des gens qui ont été ghostés, qui sont en souffrance. À tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Paul nous écoute et nous écrit « Sujet intéressant, d'autant plus que c'est une habitude pour moi. Je ne connaissais pas le mot de ghosting. Moi, j'appelle ça tourner la page. » Et c'est marrant, il y a Christelle qui nous écrit « Je serais curieuse de connaître le pourcentage entre hommes et femmes dans ce genre de comportement, même si j'ai déjà ma petite idée là-dessus. » Michael Stora, vous êtes la testostérone de ce bureau. Oui, alors écoutez, j'assume totalement. Est-ce que les hommes pratiquent plus facilement le ghosting que les femmes ? Alors j'avoue que j'ai pas fait d'études, mais il y a un peu cette idée un peu banale d'imaginer que les hommes seraient plus lâches que les femmes dans leur capacité à se séparer, qu'ils vont souvent se séparer par un texto, etc. J'ai presque envie d'imaginer que dans l'égalité homme-femme, les femmes aussi puissent revendiquer une forme de lâcheté nécessaire et d'imaginer qu'il n'y a pas que les hommes. Alors je n'ai pas de raison, d'explication pour lesquelles les hommes seraient plus lâches, mais peut-être qu'ils sont convoqués dans quelque chose de beaucoup plus profond, même si les filles ont aussi cette relation à la mère, c'est-à-dire la capacité à se séparer. Peut-être que le petit garçon à sa maman, il a une tendance, même si les filles sont quand même aussi sous l'emprise du monstre maternel. Une autre victime, Aline, qui nous écrit « Moi qui avais tendance à dire plus jeune que je me faisais souvent larguer, à bien y réfléchir, le terme n'est pas approprié. Non, il faisait les morts et je devais deviner que c'était terminé. Très courageux ces jeunes hommes, nous écrit-elle. Ou peut-être avait-il peur de ma réaction. Qui sait, ça vient peut-être de moi. » Alors, il y a un instant, à travers les messages que je vous ai lus, on se rend compte que fuir est une nécessité et que parfois la confrontation n'amènera à rien, sinon à une situation qui va encore s'engluer. Donc parfois, face à des personnes perverses ou toxiques, il vaut mieux couper les ponts directement. Et puis parfois aussi, c'est une question de lâcheté, c'est ce que l'on vient de souligner avec vous. Mais Aline, dans son message, elle s'interroge aussi sur sa responsabilité. Est-ce qu'on peut s'interroger lorsque l'on est ghosté sur les raisons qui peuvent pousser l'autre à agir comme ça avec nous ? Cécile Guéret. Oui, alors c'est le problème en même temps du ghosting, c'est comme c'est une rupture sans explication, on en cherche partout des explications. Donc on peut en chercher dans l'histoire de l'autre, sur le comportement de l'autre, on peut aussi en chercher dans son propre comportement. Tout à fait. Il est possible parfois aussi que l'autre a ghosté sans forcément, en ayant l'impression de donner des signes qu'on aurait été censé entendre ou voir, et qu'en fait on n'a pas vu. Parfois aussi, ça nous arrive, on est chacun dans notre réalité, notre façon de vivre les événements, et on ne s'est pas forcément rendu compte que l'autre voulait partir ou que peut-être on se racontait une histoire un petit peu différente de ce que vivait l'autre, notamment dans les histoires d'amour.
On parlait tout à l'heure de la différence homme-femme. Il y a peut-être, je ne sais pas si c'est une différence homme-femme, mais en tout cas, on met chacun notre limite de l'engagement à des degrés différents. Pour certains, ça va être au bout de 2 ans de relation amoureuse, il va commencer à dire, moi, ça y est, je sens que je peux m'engager. Pour d'autres, ça va être le premier texto ou l'immédiateté. Donc c'est aussi qu'on n'est pas forcément raccord sur à quel moment est-ce qu'on a été engagé et du coup à quel moment est-ce qu'on est désengagé en fait de la relation à l'autre. On a des messages qui nous arrivent aussi sur le ghosting dans la famille. Véronique qui nous écrit: plus de nouvelles du jour au lendemain, aucune explication. Non pardon, ça c'est l'amitié. Elle écoute RTL, si jamais elle se reconnaît, elle porte le même prénom que moi, Véronique. Que l'on coupe les ponts, c'est une chose, mais sans aucune explication, c'est injuste et malgré les relances. Alors couper les ponts, cela n'arrive pas à tout le monde, mais traiter les gens comme des Kleenex, non. Personnellement, j'ai toujours été franche dans la vie, je peux me regarder dans un miroir. Oui, c'est vrai que oui, en tout cas. Quand on parle d'injustice, quand on est en lien, quand on construit une relation, à un moment donné, on est quand même redevable de quelque chose. Alors pas dans le mauvais sens, mais on se doit, quand on coupe un lien qu'on a créé à 2, on se doit quand même une explication ou un... Idéalement, oui, c'est la capacité à être un adulte dans sa capacité à dialoguer, à entamer une discussion, même si elle fait mal. Ce que j'ai quand même tendance à penser que toute relation, c'est une relation à 2. Les 2 sont acteurs de cette relation et lorsque quelqu'un vit une situation d'injustice, peut-être qu'il ne veut pas entendre ou voir certaines choses qu'il aurait pu dire et qui finalement étaient dans un fonctionnement où ça n'allait plus. Et c'est là où les fameux signes avant-coureurs faisaient qu'on pouvait prendre conscience. Et le fait de ne pas vouloir le voir montre justement aussi l'aveuglement qu'on peut avoir. Toute relation, justement dans l'amitié, je pense, et même dans la relation amoureuse, n'est pas une relation où on va chercher à changer l'autre, on ne va pas chercher ce genre de choses. Et ces illusions-là sont souvent à l'origine de séparation. Et on voit bien comment... sans être un pervers narcissique, évidemment, qui est un peu l'extrême, certains peuvent avoir des relations d'emprise. Et c'est vrai qu'ils vont ghoster peut-être à l'image de l'emprise dans laquelle ils étaient. Oui. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour Véronique, mais c'est toujours important de trouver déjà en soi les réponses, même si elles nous font du mal, parce que écouter ce que nous dit l'autre, c'est pas simplement l'entendre, mais c'est profondément entendre ce qu'il nous dit. Et parfois, on voit à quel point les gens ont du mal à communiquer. Cécile ? Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Par ailleurs, il y a aussi du côté de la personne qui est ghostée, c'est aussi une violence inouïe. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Hein. C'est aussi une violence inouïe. Et effectivement, c'est Valérie qui elle parle presque du fait d'avoir été niée, en fait, dans son existence même. Il y a quand même une façon... Véronique, pardon. Où il y a quand même un moment où on est nié en tant qu'individu. Enfin, juste on n'existe plus. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est terrible. Ça peut même plonger dans la honte, parce que si on n'existe plus aux yeux de l'autre, on est même... Est-ce qu'on a le droit d'exister aux yeux de la communauté des hommes en général? Voilà, et pour peu qu'on ait été fragilisé auparavant ou qu'on vive avec un syndrome d'abandon aussi, ça ne fait que réactiver une faille dans laquelle on peut retomber très facilement. Sûr, ouais. Quand je vous disais que ça arrive dans les familles, Caro qui nous écrit, parfois ça se passe même dans la famille, certains coupent les ponts sans donner de raison et c'est vraiment très frustrant. Qu'ils nous expliquent au moins, on pourrait se faire une raison, c'est à n'y rien comprendre, on se questionne et on s'imagine n'importe quoi. Dans un instant, on va entendre un témoignage sur l'antenne d'RTL, c'est celui de Camille. Elle va nous parler de la façon dont on peut ghoster aussi sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que ça peut aller super loin et que les réseaux nous permettent comme ça de zapper quelqu'un du jour au lendemain et d'une façon parfaitement assumée. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flament sur RTL. Alors, le ghosting, disons, ça en fait des messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Lucille qui nous écrit, moi je suis un demi-ghost avec ma famille, mes amis, ils le savent et ils l'ont compris. L'idée, c'est effectivement de s'extraire de la relation, de ne plus exister pour l'autre. Mais c'est parfois très violent pour ceux qui sont ghostés, comme on dit. Et Geneviève le note aussi, je suis partie de chez moi le jour de mes 18 ans. J'avais rejoint un copain dans le sud de la France et je suis partie sans donner d'explication à mes parents. Ils ont fini par faire des recherches pour me retrouver. Je sais que je leur ai fait du mal. Citrus qui nous écrit, le ghosting implique aussi une grosse remise en question car on se demande ce que l'on a pu faire. Mais cette remise en question, elle peut être intéressante. C'est une façon de transformer la douleur du ghosting aussi, quelque part. Cécile Guéret. Oui, et puis effectivement, c'est pour transformer la douleur et puis pour mettre du sens. Parce qu'il y a un moment où on a besoin de mettre du sens à ce qui s'est passé. Ouais. Il y a une psychologue américaine qui était d'origine russe qui a travaillé sur un effet qui s'appelle l'effet Zeigarnik, donc qui porte son nom. Et en fait, c'est l'idée, vous savez, c'est comme dans un ordinateur quand
il y a un truc qui roule en fond de tâche et qui vous prend toute votre énergie. En fait, c'est pareil pour nous. Quand on a une tâche comme ça qui est inachevée, ça nous prend toute notre énergie et ça crée des tensions dans l'organisme qui fait qu'on peut pas être totalement disponible pour le reste. Et donc, finalement, mettre du sens, essayer de comprendre ce qui s'est passé, ça permet de clore l'histoire et de pouvoir se rendre disponible à l'avenir. Pardon pour la radicalité de ça, mais quitte à dire que l'autre est un con. Pourquoi pas? Non mais on va pas non plus toujours se porter la responsabilité de ce genre de rupture, Michael Stora, non? Non, évidemment. Après, on peut dire que les autres ne nous méritent pas non plus. Enfin, c'est une façon. Tout à fait. Soyons prétentieux et assumons profondément. Grave. Oui, totalement. Maintenant, évidemment, moi, je prône la communication et c'est vrai que lorsqu'il y a un souci dans n'importe quel type de relation, il faut avoir ce courage de pouvoir l'aborder frontalement, au risque de perdre l'autre, au risque de le perdre. Quoi qu'il arrive, on se perd dans ce genre de situation. Voilà, mais la communication idéalement n'engendre pas la perte, on va dire, sauf si en effet on va voir que l'un ou l'autre a une sorte d'orgueil terrible qui fait que quoi qu'il arrive, c'était déjà sous-jacent. Et on voit bien que certaines personnes, pour des raisons au-delà du ghosting, sont incapables de se séparer et vont rester éternellement ensemble comme pour colmater une angoisse profonde. Ça peut être les enfants, ça peut être énormément de choses. Et on voit bien, moi j'ai eu certains de mes patients qui en effet ont décidé du jour au lendemain de quitter leurs parents en disant je ne le reverrai plus, ce sont des ennemis, etc. Et on voit bien qu'ils vont pas forcément bien parce qu'il faut aussi intégrer quelque part de continuer à entretenir un lien même s'il n'est plus du même ordre. Vous êtes spécialiste aussi des réseaux sociaux, puisque vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule Hyper Connexion chez Larousse, un ouvrage qui est super intéressant, qui analyse justement nos comportements. Alors parlons avec Camille, si vous le voulez bien, de ces réseaux qui favorisent évidemment ce genre de phénomène. Bonjour Camille. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans, vous habitez Paris et vous avez souffert parce que vous avez été ghosté sur les réseaux. Exactement, oui. Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Alors en fait, moi je m'étais inscrite sur une application de rencontre. Donc on est mis en contact avec des gens qui nous plaisent, à qui on plaît réciproquement. Et un jour le match arrive. On discute. Il me demande même un rendez-vous qu'on fixe la semaine prochaine, suivante pour se rencontrer. Et pour vérifier que c'était pas un psychopathe, je lui demande son nom sur les réseaux pour vérifier un petit peu. Donc il me demande le mien, en me disant que lui, il va me suivre. Alors moi, bêtement, je ne réfléchis pas, je lui donne et d'une seconde, vraiment plus rien. Il avait supprimé la conversation, impossible de retrouver son nom nulle part sur Facebook, nulle part. D'accord. Donc vous ne savez pas qui vous a ghosté en réalité? Mais pas vraiment, je sais même pas si son nom était vraiment celui qu'il m'a donné, si son âge était vrai. Ça vous a fait du mal, ça, Camille, parce que vous ne le connaissiez pas? Alors non, ça m'a touchée, mais c'était pas un sentiment d'abandon comme on a pu entendre avec le témoignage précédent, parce qu'on se connaissait pas effectivement, mais il y avait vraiment une incompréhension, et là aujourd'hui ça me laisse vraiment un souvenir amer. Je comprends. Michael Stora, aujourd'hui, Camille, elle nous explique le phénomène des applications de rencontres. Vous parliez tout à l'heure d'investir des relations sans pour autant connaître l'autre. Bon, là déjà, visiblement, elle avait affaire à un fantôme, de toute façon, quoi qu'il arrive, Camille, puisque même lui n'a pas voulu dire qui il était. Mais je pense que c'est une blessure narcissique, Camille. Ce qu'elle explique, c'est que elle a été dans un premier rapport de confiance, elle a donné des informations sur elle, et tout à coup, elle a été blacklistée. C'est-à-dire qu'il a cessé de vous suivre, vous n'existiez plus du tout pour lui. C'est assez incompréhensible ce genre de choses. C'est intéressant quand on observe les sites de rencontres ou les applications de rencontres à quel point nous sommes véritablement dans le royaume du ghosting, parce que entre, on va dire, les Don Juan 2.0 et les Emma Bovary, ils ont du mal à se rencontrer. Et vous avez évidemment ce sorte de cliché d'hommes qui vont rencontrer une femme en leur disant exactement ce qu'elles veulent entendre et de disparaître totalement. Là, il semblerait que là où c'est un peu étonnant, c'est qu'il a disparu avant même la consommation, d'une certaine manière. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très étrange, Mais sur les réseaux, on peut donc zapper quelqu'un, on peut, je sais pas en fait. Bien sûr, on peut zapper, on peut. Ah bon, vous avez jamais été sur d'accord. Non, à part Instagram, d'accord. Bon, évidemment, et j'ai envie de vous dire, à l'image même d'un site de rencontre comme Tinder, c'est-à-dire vous swipez, vous balayez à droite à gauche, c'est-à-dire
que l'autre n'est qu'un produit de consommation, et à l'image d'une consommation, on consomme sans forcément prendre le temps de réellement savoir. Donc c'est là où je trouve assez amusant l'histoire, c'est que avant même de rentrer dans une relation, on va d'abord savoir qui il est en le googlisant. C'est assez étrange comme manière de penser les choses. Peut-être qu'on peut déjà entamer un dialogue avant même de donner un nom. Donc c'est vrai que la question de la méfiance est déjà en soi compliquée, parce qu'on a parfois envie de se laisser aller à une forme de confiance. On va se retrouver dans un instant. Merci Camille pour votre témoignage qui illustre aujourd'hui aussi les rencontres qui ne se font pas sur les réseaux. Et nous, on se retrouve dans un instant pour poursuivre nos échanges sur RTL. À tout de suite. RTL, Flavie Flament. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe sur les réseaux, s'il vous plaît, Mickaël Stora. On a entendu là le message, le témoignage de Camille. Elle investit, elle est pleine d'espoir sur un site de rencontre. Elle se fait baser en très peu de temps par quelqu'un qui disparaît de la circulation. C'est une blessure narcissique. Bien sûr que c'est une blessure narcissique, d'autant plus qu'il y a aucune explication. Mais c'est ça. Et c'est l'indifférence, c'est cette forme d'indifférence qui nous renvoie à une sorte de ce que les psychologues ont appelé le still face. On voit des expériences de bébés face à une mère qui n'exprime rien. C'est de la détresse totale. Donc c'est horrible en effet à voir. Et c'est vrai qu'on est renvoyé à une absence. Et je crois que c'est la pire des choses, parce qu'encore si l'autre a une forme d'agressivité, on est quand même déjà investi. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, le ghosting étant un terme qui vient des réseaux sociaux, on va surtout le trouver chez des gens qui ne sont pas forcément en lien avec une personne, mais avec plein de personnes, ce qu'on appellerait le grand autre. Alors vous et moi par exemple, on est sur les réseaux sociaux et vous voulez me ghoster. Alors écoutez, je ne me permettrai pas, Flavie. Non mais admettons, c'est gentil, mais comment ça se passe ? Quoi, c'est-à-dire comment ça se passe ? Je sais pas comment vous disparaissez, c'est-à-dire que... mais je vous blacklist et finalement je vous mets moi je vais le savoir que vous me blacklistez ? Alors il y a des fonctionnalités qui fait qu'en effet, je vais préserver mon image parce que vous ne le saurez pas. D'accord. Et en effet, parce que quand vous allez par exemple dans les grands réseaux comme Facebook, il y a des critères de confidentialité qui sont incroyablement précis pour protéger celui qui ghoste. D'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'ai plus envie de voir ce que vous postez au quotidien, ça me saoule totalement, chose que j'ai pu faire avec certaines personnes, mais elles ne le savent pas. D'accord. Et si je veux qu'elles le sachent, en gros, en général, je vais disparaître totalement et je vais le signifier. Et en effet... Et alors moi je reçois un truc qui me dit que... Non, vous ne recevrez rien, mais par contre vous allez voir petit à petit que vous ne verrez plus rien de moi. Ah d'accord, vous allez donc disparaître. Là, la personne va en effet petit à petit prendre conscience que vous disparaissez. Mais les gens dépendent énormément les uns des autres sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on voit parfois les ravages d'une déconnexion, quoi. Bien sûr, mais parce que finalement, vous vous rendez compte que les formes d'addiction aux réseaux sociaux est liée entre autres à... Alors, est-ce que c'est vraiment une addiction ? Parce qu'on le voit plutôt chez les gens qui sont des sortes de compétiteurs du poste, qui font du ghosting, mais du ghosting parce que justement, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de retour sur investissement affectif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus autant de likes, plus autant... C'est un grand miroir narcissique, souvent Facebook, même d'autres réseaux sociaux. Et finalement, quand tout d'un coup, vous n'avez plus cette jauge comme ça qui est remplie à fond, en général, vous pouvez disparaître, mais surtout, vous tombez en dépression. J'ai presque envie d'aller un peu au-delà. En gros, la plupart des réseaux sociaux poussent à disparaître à un moment, parce que vous êtes sans cesse confrontés à du bonheur. Un bonheur insupportable, à un idéal de performance et de réussite. Il y a des gens, ils ont des vies, c'est horripilant. Mais c'est bien sûr. et c'est vrai que dans ces moments-là, des études ont montré que c'est totalement dépressiogène. Donc il y a un ghosting, j'ai envie de dire, sain. Oui, d'accord. S'extraire d'une façon saine. Voilà. Et en même temps, sur d'autres réseaux sociaux, comme par exemple sur Twitter, on peut jamais disparaître complètement. Par exemple, en tout cas, tout est un peu gravé dans le marbre. On a bien vu des hommes politiques, par exemple, qui se voyaient ressortir des tweets d'il y a 3 ans où ils disaient exactement l'inverse de ce qu'ils viennent de dire. Voilà, c'est assez paradoxal. Je voudrais revenir, pardonnez-moi, parce que le temps file sur RTL. Clément nous laisse un message. Sujet très intéressant. J'ai ghosté une fille avec laquelle j'étais en couple car je me sentais étouffée et je n'ai pas réussi à trouver une autre solution pour la quitter. Aujourd'hui, quelques années après, je souhaiterais reprendre contact avec cette personne pour m'excuser du mal que je lui ai causé. Auriez-vous des conseils à me donner ? C'est intéressant parce qu'en fait, le ghoster, il a aussi ça sur la conscience. C'est un truc qui parfois travaille parce qu'on n'est pas très très fier de ce qu'on a fait, de la façon dont on l'a fait, parce que la personne en face de nous ne le méritait pas. Il n'est jamais trop tard, en fait, en réalité, Mickaël Stora. Oui, alors on va dire qu'il semblerait qu'il soit rongé de culpabilité et que cette culpabilité... Moi, je trouve ça bien. Ah non, mais c'est bien. Il faut avoir un minimum de culpabilité dans nos relations et d'empathie, on va dire. Après, là où je trouve ça un peu étrange, et je suis toujours un peu du côté de l'interrogation, c'est que si ça fait plusieurs années qu'il a disparu, le fait de revenir vers elle, je ne vois plus trop l'intérêt. Parce ça que soulagerait uniquement sa conscience. Peut-être. Parce que c'est là le problème, c'est que si elle-même a déjà fait le
deuil de ce garçon, le fait qu'il réapparaisse en disant écoute, j'aimerais qu'on se rencontre parce que j'ai besoin de te dire à quel point je m'excuse. Oui, mais comme il demande des conseils, on peut lui dire qu'il peut envoyer une lettre en disant voilà, ce jour-là, je me suis mal comporté et je voudrais juste te présenter mes excuses pour ça. Moi, je trouve ça super. Tout à fait. C'est vrai que c'est bien de vous avez presque comme mettre un point et peut-être comme l'autre l'a évoqué, tourner une page. Mais tout en sachant que moi, je remarque, j'ai ma petite exigence pour essayer de comprendre ce qui fait qu'en effet, si c'est simplement pour sa propre conscience, d'une certaine manière en faisant que l'autre serait toujours éternellement dépendant, par exemple. D'accord. Oui, peut-être que c'est ça que je voulais mettre un peu en exergue. Il faut s'interroger. Cécile Guéret. Mais il y a aussi que peut-être il peut aussi se questionner sur qu'est-ce que c'est. Vous dites ce jour-là, je me suis mal comporté, mais en fait c'est pas que ce jour-là, c'est aussi pourquoi est-ce qu'il ou comment, en tout cas, il s'est laissé embarquer dans une histoire d'amour qui était étouffante et il l'a pas vu venir. Et comment est-ce que tout à coup sa seule survie, ça a été de partir en ghostant. Eh bien, dis donc, Clément, ça va cogiter grâce à En effet pour s'entendre. Hein. Et bien voilà, on va laisser Clément avec toutes ces questions et on va se retrouver dans un instant sur RTL. RTL. Flavie Flamand. Cécile Guéret, vous parliez hors antenne des rituels de réparation pour ceux qui nous écoutent, qui ont ghosté ou qui n'ont pas ghosté, très rapidement. Exactement. Quand on a envie de clore en fait cette expérience désagréable, on peut le faire en thérapie par exemple. On fait ça en psychodrame ou en constellation familiale ou même juste avec son psy. Ça peut être écrire une lettre qu'on n'envoie pas forcément, mais pour clore. Donc on peut clore le ghosting, en tout cas y mettre une fin sans forcément revenir en contact avec l'autre. Merci beaucoup Cécile Guéret. Merci. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci beaucoup Mickaël Stora. Merci Flavie. À bientôt, très cher. Hyperconnexion, c'est aux éditions Larousse, c'est votre ouvrage super intéressant. Merci à vous. On va se retrouver demain, nous, sur l'antenne d'RTL. Vous nous écouterez car vous êtes des gourmands et on va mettre la main à la pâte et le nez dans les fourneaux demain. À quelques semaines de Noël, on va recevoir des chefs, dont Frédéric Anton, qui nous livreront de grandes recettes, mais à tout petit prix. Voilà, ce sera demain à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Vous voyez, eux, ils sont tous les après-midi sur RTL à 16h, donc il n'y a pas de ghosting dans l'air. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h.